Bonjour Aurélie. Bonjour Hervé. Bonjour Maxime. Bonjour Hervé. Bienvenue à ce troisième webinaire intitulé Les Jeudis de l'ECS et organisé par Atlantique Solutions Chaufferie. Ces rendez-vous, je vous le rappelle, ont lieu tous les 15 jours, le jeudi, et nous abordons à chaque fois un thème différent autour de l'eau chaude sanitaire collective. Donc je me présente, Hervé Sébastia, je suis expert en solutions thermiques collectives au sein du service marketing du groupe Atlantique. On travaille en étroite collaboration avec la R&D en ce qui concerne tout ce qui est développement produit. Et nous sommes attentifs aux remontées du terrain dans le but d'améliorer nos produits et vous proposer des solutions techniques qui répondent au mieux à vos attentes. Je laisse maintenant se présenter Maxime. Donc bonjour à tous, je m'appelle Maxime Korzinski, moi je suis dans l'équipe marketing collective et je travaille pour les produits échangeurs à plaques, les gammes de ballons et également sur les équipements de chaufferie. Je vais laisser Aurélie se présenter. Bonjour à tous, je suis Aurélie Bernard, je suis en charge de la communication pour Atlantique Solutions Chaufferie et je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième session de nos jeudis de l'ECS. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je peux passer à la slide. Donc, pour commencer, je vais faire un rapide rappel des bonnes pratiques des webinaires. Donc, comme pour le deuxième webinaire, nous avons choisi une fonctionnalité de Teams qui permet d'éviter les écueils de partage intempestif d'écran, de coupage de micro, etc. Donc, les micros et les caméras sont désactivés. Cependant, vous pouvez poser toutes vos questions dans la conversation de la réunion. Et Baptiste Hermenier sera présent et ravi d'y répondre dans la mesure du possible. Autre petite nouveauté avec cette fonctionnalité, vous pouvez mettre pause à la présentation. Vous pouvez relancer la presse en appuyant sur Play ou revenir au direct en appuyant sur En direct, le bouton qui est entouré sur l'écran. Mais bon, on vous conseille de ne toucher à rien, ça sera toujours plus simple. Voilà, donc on va commencer ce troisième webinaire sur la thématique ECS collective et gaz, comment associer confort et efficacité énergétique. Dans ce troisième webinaire, donc, on va prendre en exemple un cas concret. On a choisi un bâtiment qui va nous permettre de sélectionner et de comparer toutes les solutions de production d'eau chaude collective et qui sont associées à un générateur gaz. Donc l'objectif de cette présentation est de mettre en avant les spécificités de chacune. D'un point de vue, on le verra, d'un raccordement hydraulique, donc on verra quelques schémas. Au niveau du pilotage et de la gestion de la régulation, bien sûr, on mettra en avant la performance de chacune. On mettra en avant aussi tout le côté exploitation, à savoir s'il y a des avantages particuliers. Mais aussi, on vous donnera quelques infos au niveau financier pour que vous puissiez faire plus facilement vos choix. Donc, le bâtiment que nous avons choisi était un bâtiment de logement collectif, mais le déroulé de la présentation pourra tout à fait convenir à un bâtiment tertiaire. Il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Je vais donc commencer par vous présenter le bâtiment qui a permis de sélectionner toutes nos productions d'eau chaude sanitaire. Le voici. C'est un bâtiment de 45 T3, équivalent, ce qui veut dire qu'il peut avoir une mixité du T2 au T5. On a considéré une température de froide sanitaire de 10 degrés et une consigne d'eau chaude de 60 degrés. Le débit de pointe nécessaire 10 minutes pour ce bâtiment, il s'élève à 730 litres. C'est la plus forte des demandes qu'on rencontre d'un point de vue eau chaude sanitaire, ce qui correspond à une puissance instantanée de 255 kW. Et le débit de pointe plurihoraire, qu'on appelle plurihoraire, c'est sur la période de bain, c'est 3600 litres. Une période de bain qui s'étale sur 3 heures à peu près pour 45 logements. Et on peut en déduire le débit de pointe horaire, si on prend aucun stockage, en divisant simplement les 3600 par 3 heures, ce qui nous permet d'obtenir à peu près du 1200 litres/heure.
Alors, pour commencer, pour ce bâtiment de 45 logements, vous allez nous parler de la première sélection que vous avez faite, à savoir des ballons à échangeurs internes. Voilà, je vais vous parler dans un premier temps des spécificités de ce produit. Comme vous le voyez à l'écran, la particularité d'un ballon échangeur, c'est qu'il a un passement plus conséquent que ce qu'on peut retrouver sur les échangeurs à plaques qu'on détaillera dans un instant. Donc le pincement, c'est bien sûr la différence de température entre la température d'alimentation primaire du serpentin et la température de consigne dans le ballon. Donc généralement, on peut guère descendre en dessous de 10 degrés. Ce que ça va se générer, ça on l'a vu dans les précédents webinaires, lorsqu'on envoie ce primaire haute température dans le serpentin qui baigne dans le volume du ballon, donc autant dans l'eau froide que dans l'eau tiède ou chaude selon sa hauteur, ça va générer un brassage et une homogénéisation de la température du côté sanitaire. Donc on n'aura pas vraiment de stratification. D'autre part, ces ballons, eh bien, ils ont une puissance maximale limitée au niveau du serpentin, puisque la limite, bien sûr, c'est lorsqu'on a rempli le ballon du serpentin, on ne pourra pas aller à une puissance supérieure. Un échangeur à plaques, en l'occurrence, vous pouvez ajouter le nombre de plaques que vous souhaitez ou changer de bâti, on le verra avec Maxime, pour aller au-delà de la puissance nécessaire s'il le faut. Ça a par contre une régulation très simplifiée. Il suffit de mettre une sonde dans le ballon, régler sa consigne, et ensuite on a une action tout ou rien directement sur la pompe de charge du ballon pour arrêter la charge. C'est une solution aussi très compacte. Ça, c'est parfois avantageux quand on a des chaufferies avec des surfaces limitées. Et c'est une solution, vous le verrez au travers des exemples qui vont suivre, qui peut s'avérer parfois plus économique. Alors, dans notre offre, il me semble qu'on a 2 gammes de ballons à échangeurs internes. Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer les spécificités de chacune? Alors effectivement, on a bien 2 gammes et ce qui va les différencier, ce sont les surfaces d'échange qu'on va retrouver au niveau des serpentins. Pour une capacité équivalente, un modèle CoreFlow aura toujours un serpentin avec beaucoup plus de surface que son homologue, le CoreFirst. Donc, dans cet exemple, pour notre bâtiment de 45 logements, si on souhaite avoir 900 litres de volume de stockage, on a besoin de 66 kW de puissance. Donc, on peut voir qu'avec un CoreFlow, comme sa surface est plus importante, ça nous permet de répondre à ce besoin en puissance, tout en abaissant la température primaire à 70 degrés. Ça nous permet d'obtenir 79 kW, on répond à notre besoin de 66. A contrario, sur un CoreFirst, comme sa surface d'échange est plus faible, on ne peut pas descendre en température, on est obligé d'avoir 80 degrés en primaire pour avoir 75 kW et répondre à notre besoin de puissance. Donc dans un cas, ça nous permet d'avoir plus de performance en abaissant le régime de température. Dans le second cas, ça nous permet d'avoir un investissement moindre puisqu'un ballon CoreFirst à capacité équivalente sera à peu près 20-25% moins cher que son homologue. D'accord, donc tu nous parles d'abaissement de température primaire sur les ballons. Hervé, il me semble que tu nous en avais parlé pendant le 2e webinaire, c'est bien ça? C'est bien ça, dans le webinaire ECS et performance. Alors pour rappel, quand on abaisse le régime de température, ça permet de générer un pincement plus faible sur le ballon. Donc le pincement, c'est la différence de température, je le répète, entre la température d'alimentation primaire et la consigne dans le ballon. Ça demande un pincement plus faible, une surface d'échange supérieure, donc il y a une légère plus-value. Mais par contre, ça procure des avantages. Ça va limiter tout ce qui est perte au niveau du circuit primaire. Ça va favoriser les phases de condensation-chauffage, puisqu'étant donné qu'on va monter moins haut en température pendant les phases d'eau chaude, lorsqu'on va repasser en mode chauffage, on va décharger plus vite les calories dans la partie chauffage avant de redémarrer la chaudière, puisqu'une chaudière, ça condense seulement sur les phases où le brûleur fonctionne. Donc il faut redémarrer au plus tôt derrière. Donc plus vite on a déchargé les calories contenu pendant la phase d'eau chaude sanitaire, plus vite on condensera sur la phase chauffage. Et pour finir, eh bien, c'est plus adapté aux bâtiments neufs qui, eux, ont des régimes de température d'émetteurs plus basses que ce qu'on trouvait auparavant. Donc ce serait dommage d'alimenter des réseaux radiateurs à 60 et avoir une consigne ECS à 80
vaut mieux qu'elle soit à 65-70 dans ces cas de figure. D'accord. Maxime, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'une sélection en semi-instantané? Alors, toujours en reprenant notre exemple pour notre sélection avec un bâtiment de 45 logements, si on se place du coup en semi-instantané avec un volume de stockage de 750 litres, on a un besoin en puissance qui s'élève à 98 kW. Donc, dans ce cas précis, pour y répondre, on est obligé d'avoir un core flow 750 à une température primaire de 82 degrés, puisque ça va nous permettre d'obtenir 99 kW de puissance, donc de répondre aux besoins. Et dans ce cas-là, on voit que baisser en température est impossible, puisqu'on n'aurait pas la puissance suffisante. Et passer sur un modèle Core First ne serait ici non plus pas possible, puisque même à 80 degrés, la puissance générée ne serait pas suffisante. Alors, est-ce qu'il y a des situations où tu peux utiliser le Core First à 60 degrés primaire seulement? Alors tout à fait, pour ça, il faut continuer à monter en capacité. On l'a vu tout à l'heure, à 900 litres, on commençait à pouvoir utiliser le Core First dans notre cas de figure, mais à 80 degrés. Si on continue d'augmenter sa capacité, on va passer donc en semi-accumulé. Et dans ce cas-là, on voit que pour un semi-accumulé avec 1500 litres de stockage, on a un besoin en puissance qui est beaucoup plus bas, qui sera à 46 kW. Et donc même avec un Core First qui dispose d'une surface d'échange plus faible, abaissée à un primaire de 70 degrés, on arrive à avoir 66 kW et donc de pouvoir répondre avec ce modèle à notre besoin. Ça nous permet donc d'avoir un modèle plus économique, comme on l'a vu tout à l'heure, tout en ayant des performances accrues, puisqu'on arrive à baisser le régime de température primaire. Ouais, et ça, c'est important, effectivement. Baisser de température primaire, ça permet de mieux condenser sur les phases chauffage et plus longtemps. Alors maintenant que vous nous avez parlé des ballons à échangeur interne, est-ce que vous pouvez nous donner une sélection sur ce même bâtiment avec des ballons à échangeur externe ou échangeur à plaque? Voilà, les échangeurs à plaques, c'est la gamme Ruby chez nous. Donc ça présente les avantages suivants. Ça permet d'avoir un pincement très faible entre la température primaire et la température secondaire du côté ECS. Ça peut être de l'ordre de quelques degrés. Il suffit simplement d'ajouter un nombre de plaques en conséquence, d'augmenter la surface d'échange, pour réduire à peut-être 2 degrés. Donc alimenter un échangeur à 62 primaires, avoir 62 consignes, c'est envisageable. D'autre part, ça va nous permettre aussi d'obtenir une vraie stratification dans le ballon. Si on se trouve en semi-accumulé, c'est-à-dire une faible puissance d'échangeur, et un gros volume de stockage d'eau chaude sanitaire, on va retrouver de ce fait 3 strates à différentes températures dans le ballon. En partie haute, la strate à la consigne, à 60 degrés. En partie centrale, la strate avec le retour bouclage à 50. Et en partie basse, eh bien, la strate à 10 degrés, s'il y a eu de soutirage d'eau froide, évidemment. Ce qui va nous permettre, au redémarrage et à la charge, d'absorber d'abord chacune de ces strates les unes après les autres, jusqu'à satisfaire la consigne totale du ballon. Donc en absorbant cette première strate à 10 degrés, ça va être vraiment très efficace du côté primaire vis-à-vis de la chaudière. Là, on va pouvoir condenser. On va revenir à peine à une vingtaine de degrés. Ça nous offre aussi, cet échangeur à plaques, une flexibilité totale par rapport au volume et à la puissance. Contrairement à ce que nous a expliqué Maxime, où plus on grossit le ballon, plus on grossit la puissance de l'échangeur, c'est bien ça. C'est ça, quand l'échangeur est intégré. Ici, on a une flexibilité totale, on joue avec au nombre de plaques près, dans un sens comme dans l'autre. Ça va nous permettre aussi d'avoir des fonctions avancées de la régulation. Et ça, on va bien le détailler par la suite. Ça offre beaucoup de possibilités, tant au niveau exploitation qu'au niveau performance. On a le choix aussi de placer différents types de circulateurs, autant du côté primaire que secondaire, avec de la variation de vitesse aussi. Et ça va dépendre aussi parfois de la qualité de l'eau. Pour placer par exemple des circulateurs à rotor sec. L'échangeur aussi peut s'isoler aisément du ballon, ce qui nous permet de l'entretenir facilement, sans vidanger forcément le stockage d'eau chaude sanitaire. D'accord, donc ces Ruby, ces échangeurs à plaques peuvent être utilisés de 2 façons. Est-ce que pour commencer, l'un de vous peut nous présenter une sélection avec stockage sanitaire?
Oui, on va parler dans un premier temps de l'association d'un échangeur à plaques avec un stockage d'eau chaude sanitaire. C'est le Ruby plus le Corhydro que vous voyez à l'écran. Donc là, en semi-instantané, parce qu'on va le voir, il y a le semi-instantané et le semi-accumulé. Et là, il y a vraiment deux schémas hydrauliques différents. C'est important de connaître ce genre de détails. Étant donné qu'on est en semi-instantané, on a donc une grosse puissance d'échangeur et un petit volume du ballon. Si on a une grosse puissance d'échangeur, on a donc un gros débit de charge associé. Ce qui veut dire qu'un gros débit va rentrer dans ce ballon qui, lui, est petit et aura tendance à casser toute la stratification à la charge du ballon. Si on casse la stratification, il n'y a aucune raison, il y a un brassage, il n'y a aucune raison de mettre une sonde à l'intérieur, puisqu'elle déclencherait d'une façon intempestive constante. Donc la seule sonde qu'on placera, elle sera à la sortie de l'échangeur. Et d'autant plus, je vous montre avec le pointeur, effectivement, ce sera peut-être bien plus simple. Donc par contre, il y a une chose à savoir, c'est que le bouclage et l'entrée eau froide sanitaire, on ne va pas les placer sur ce ballon, puisqu'il y a un brassage. Donc on risquerait, dans ce petit volume, de bypasser directement et d'aller en direction de la sortie eau chaude et générer de l'inconfort chez le client. Dans ce cas-là, pour éviter ce cas de figure, on vient placer entre l'échangeur et le ballon le bouclage et l'eau froide sanitaire. Ce qui fait que finalement, vous serez en demande constante sur l'échangeur pour satisfaire les besoins du bouclage. Et quand il y a un flux d'eau froide très important, l'échangeur va aspirer le bouclage, en partie le flux d'eau froide, et le reste, le surplus, si on est face au débit de pointe 10 minutes, va se diriger vers le ballon pour pousser le front chaud. Et c'est là bien tout l'intérêt de ce volume supplémentaire pour compléter, par rapport à la puissance de l'échangeur, le volume manquant du débit 10 minutes. Ok, donc Hervé, tu nous as parlé des spécificités du semi-instantané. Est-ce que Maxime, maintenant, est-ce que tu peux nous présenter une sélection pour notre exemple? Alors, si on retourne sur notre exemple avec notre bâtiment de 45 logements, donc comme je l'ai présenté tout à l'heure, pour 750 litres de stockage en semi-instantané, on a besoin d'une puissance de 98 kW. Donc dans ce cas-là, ici, on peut choisir plus finement l'échangeur à plaques nécessaire. Tout à l'heure, on n'avait pas le choix par rapport à la surface de serpentin qu'on avait, que ce soit dans un ballon ou l'autre. Ici, selon la température primaire, on peut vraiment ajuster le nombre de plaques. Si on veut descendre en température côté primaire, il va nous falloir soit rajouter des plaques sur un même modèle, donc dans ce cas-là, de passer de 14 à 22 plaques, qui représente un surcoût assez faible, de l'ordre de 3%, pour descendre de 10 degrés en température. Et si on descend encore en température, soit on rajoute des plaques, soit dans ce cas-là, on arrive au maximum de plaques d'un modèle, donc on passe à un modèle du dessus, qui a des plaques plus grandes et donc une surface d'échange plus grande. Ici, pour changer de taille de modèle, c'est à peu près un surcoût de 11%, ce qui nous permet de descendre à 65 degrés. Et donc, comme l'a expliqué Hervé tout à l'heure, d'augmenter les performances de l'installation. Alors maintenant, on va passer au mode semi-accumulé. Là, vous le voyez, le schéma est totalement différent de ce qu'on a vu en semi-instantané. Dans un premier temps, le mode semi-accumulé, c'est donc une petite puissance d'échangeur et un gros volume de stockage. Ce qui veut dire que petit volume d'échangeur signifie un petit débit de charge ballon, ce qui veut dire qu'on ne va pas gêner la stratification du ballon, en tout cas beaucoup moins, puisque la vitesse d'introduction, elle sera beaucoup plus faible. Ce qui veut dire qu'on va retrouver ici nos trois strates, il n'y aura plus de brassage, avec en partie haute l'eau chaude, en partie centrale le bouclage et en partie basse l'eau froide sanitaire. Dans ce cas-là, on retrouve l'intérêt d'avoir une sonde dans le ballon, une voire deux, on le verra en détail avec Maxime dans un instant, pour gérer la production d'eau chaude. Alors on a toujours une sonde en sortie d'échangeur, ça c'est pour contrôler le primaire de l'échangeur et donner une consigne et une température constante à la sortie secondaire de l'échangeur pour venir charger le ballon.
Ensuite, eh ben, avec ces deux sondes, on charge par le haut. Donc le déclenchement de la priorité eau chaude se fait par le bas quand le niveau d'eau froide ou de bouclage arrive sur la sonde centrale. Une fois qu'on charge, eh ben, on charge par le haut l'eau chaude à 60. On inhibe cette première sonde pour aller déclencher seulement la priorité eau chaude sanitaire lorsqu'on atteint le fond de cuve par le biais de la deuxième sonde. Dans ce cas de figure, vous l'avez remarqué, le bouclage et l'entrée eau froide sanitaire ne sont plus entre l'échangeur et le ballon, ils sont bien évidemment sur le ballon. L'eau froide en partie basse, ce qui va nous permettre de cumuler un maximum de volume d'eau froide, et au redémarrage de l'échangeur, on va d'abord absorber ce volume d'eau froide à 10 degrés pour performer sur le retour primaire chaudière et condensé avant de réchauffer le volume supérieur, qui est le volume à 50 degrés minimum revenant du bouclage. Ok, donc merci Hervé. Donc comme précédemment, Maxime, est-ce que tu peux nous présenter une sélection pour notre exemple? Alors, toujours avec notre bâtiment de 45 logements, et comme j'ai pu le présenter tout à l'heure sur les gammes avec échangeur interne, on va dans ce cas-là, en semi-accumulé, prendre un volume de stockage de 1500 litres, qui nous donne un besoin en puissance de 46 kW. Et comme présenté précédemment, pour descendre en température, on peut faire varier le nombre de plaques, et dans ce cas-là, l'avantage est d'autant plus important que le coût est très faible. Là, on va rajouter 4 ou 8 plaques pour descendre d'un primaire de 80 degrés à 70 ou 65 pour un surcoût maximum d'à peu près 2%, qui est vraiment très très faible au vu des performances qu'on peut atteindre à côté. Donc ça vaut le coup effectivement de regarder plus précisément à chaque fois la sélection des échangeurs avec les primaires les plus bas, puisqu'il n'y a pas de surcoût important, hein. Là c'est pratiquement négligeable. C'est ça, on peut vraiment jouer dessus beaucoup plus finement en rajoutant quelques plaques sur un échangeur à plaques, c'est très facile à faire et comme on le voit, pas forcément très coûteux. Et là ici on le voit, on ne change pas de bâti finalement. C'est ça, dans certains cas on n'est pas du tout obligé de changer de bâti pour descendre à 65 degrés. Donc le surcoût est beaucoup plus faible, voire négligeable. Ok, donc vous nous avez présenté la sélection avec stockage sanitaire. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler du stockage primaire? Alors, avant de parler du stockage primaire, qui dit stockage primaire dit échangeur instantané. Échangeur instantané, c'est ce qui figure à l'écran. Il faudra le dimensionner en fonction du plus gros des besoins d'eau chaude, c'est le débit de pointe 10 minutes. Donc on va se retrouver avec un échangeur relativement puissant. Et associer cet échangeur directement sur une chaudière, ce n'est pas envisageable. Puisqu'on est face à quoi? À des gros besoins lorsqu'on a des débits de pointe, mais aussi à des très faibles besoins lorsqu'on fait face seulement pendant la nuit à satisfaire le bouclage, à maintenir le bouclage en température. C'est de l'ordre de quelques pourcents par rapport à la puissance nominale de l'échangeur parfois. Donc dans ce cas-là, la chaudière, ce n'est pas du tout approprié, parce qu'elle va cycler énormément. Donc ce genre de schéma avec un échangeur instantané en direct, ça peut se retrouver éventuellement sur du chauffage urbain, puisque lui, le chauffage urbain, le réseau de chaleur urbain, pardon, eh bien lui sera prêt pour répondre aux moindres besoins, puisque c'est une alimentation constante. Donc, avec le ballon primaire, ce stockage primaire, c'est notre solution IG à terme, c'est le seul moyen de mettre en place une chaudière sur de l'instantané. Puisque ce stockage primaire va permettre de créer une certaine inertie sur le primaire. Ce qui veut dire que la chaudière, elle va faire beaucoup moins de cycles marche-arrêt. Et ça va être intéressant pour la chaudière, puisqu'elle va fonctionner finalement avec ce schéma un petit peu à l'image du stockage secondaire. C'est-à-dire que plus le volume secondaire est important, on a tendance à passer du semi-instantané au semi-accumulé. On l'a vu tout à l'heure. Et bien ici, plus le volume primaire sera important, plus on va stocker de l'énergie. On pourra stocker un niveau d'énergie comparable au débit de pointe 10 minutes, valable au niveau primaire, ce qui veut dire qu'on va pouvoir diminuer d'autant la puissance de la chaudière. C'est tout l'intérêt. C'est que par rapport à une puissance instantanée d'échangeur, comme on le voit à l'écran, donc notre exemple c'est 255 kW, plus on va grossir ce volume primaire, plus on va pouvoir diminuer la puissance d'appel sur la chaudière, tout comme au secondaire.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ballon primaire, il tient compte de tout ou partie du volume 10 minutes, de l'énergie stockée. On compense avec une puissance chaudière plus ou moins élevée. Mais aussi, on tiendra compte dans ce volume primaire du temps de redémarrage de la chaudière. Parce que pendant qu'elle ne démarre pas, ici on soutire, mais il faut compenser ce manque par une puissance supplémentaire. Donc, comme l'a expliqué Hervé, là, si on revient à notre exemple de 45 logements, on va commencer avec un tout petit volume de stockage, ici 300 litres, et on voit que ce n'est pas suffisant pour diminuer la température, la puissance de la chaudière. Dans ce cas-là, le volume, il a seulement un rôle de sécurité qui permet de légèrement limiter le nombre de cycles marche-arrêt chaudière. Donc, on peut réaliser un schéma de ce type. Par contre, ça ne permet pas de stocker suffisamment d'énergie pour répondre à suffisamment de parties du besoin de 10 minutes. Donc, on est obligé d'avoir une chaudière de 255 kW, donc à la puissance instantanée. Cependant, en jouant sur la température primaire, comme on l'a vu pour les exemples tout à l'heure en semi-instantané ou semi-accumulé, on peut toujours baisser le régime de température en augmentant le nombre de plaques. Donc ici, on peut voir en rajoutant 4 plaques, ça nous fait un petit surcoût de 2%. Si on double le nombre de plaques, qui est un peu plus important, on a à peu près 20% de surcoût sur l'échangeur à plaques. Donc pour avoir une solution plus performante, ici, le volume du ballon, comme l'expliquait Hervé tout à l'heure, lorsque le volume est petit, il va être énormément brassé par les débits importants de la chaudière, qui a une puissance élevée. Donc là, dans ce cas-là, on va avoir les départs qui vont se mélanger avec les retours. Donc on va plutôt s'apparenter à un cas de bouteille casse-pression, et dans ce cas-là, il est complètement inutile de mettre une sonde dedans. Pour effectuer un parallèle avec le mode de production avec stockage sanitaire, c'est un petit peu comme si tout à l'heure, sur nos exemples, on avait un ballon de stockage sanitaire d'une centaine de litres, ce qui ne permet pas du tout de réduire la puissance d'appel qu'on a. Pour l'échangeur à plaques, donc, il sera toujours dimensionné, comme l'expliquait Hervé, à la puissance instantanée, puisqu'il devra toujours fournir suffisamment de puissance côté ECS, comme il n'y a pas de stockage. Donc, pour diminuer la puissance chaudière, il va falloir qu'on augmente encore le volume de ballon. Donc là, ici, si on passe à un volume de 750 litres, on voit que là, on commence à avoir un impact sur la chaudière. Sachant que, comme dans ce cas-là, quand on stocke au primaire, on ne parle plus vraiment de quantité d'eau en litres stockée, mais de quantité d'énergie, comme l'expliquait Hervé tout à l'heure. Ce qui fait que si on stocke à 80 degrés, on va pouvoir réduire suffisamment la puissance chaudière ici à 164 kW, puisqu'on stocke une énergie supérieure comme on est à haute température. Pour un même volume, si on abaisse la température à 65 degrés, on va devoir augmenter la puissance chaudière ici à 205 kW, puisque pour le même volume d'eau, on va avoir une température de stockage plus faible et donc une quantité d'énergie totale plus faible, qui permettra de répondre à un plus petit besoin. Donc dans ce cas-là, 750 litres, ça ne suffit pas pour avoir assez de quantité d'énergie pour répondre aux besoins de 10 minutes. Donc on aura toujours une chaudière qui va fonctionner en permanence. Par contre, l'intérêt d'une sonde, il peut être utile dans ce cas de figure si la chaudière de base fonctionne à une température élevée et si, sur les périodes où il n'y a aucun puisage ECS, on veut la faire travailler à un talon bas, à 65 degrés, juste pour maintenir le bouclage à température. Donc ensuite, on peut encore monter en performance en continuant d'augmenter la capacité de stockage. Donc ici, si on passe à un stockage de 1500 litres, on a suffisamment d'énergie à l'intérieur du ballon pour répondre aux besoins de 10 minutes. Et donc, dans ce cas-là, on peut descendre encore la puissance chaudière, ici à 89 kW. Donc là, on a quasiment un petit peu moins divisé par 3 la puissance par rapport à ce qu'on avait à la base en instantané à 255 kW. Donc dans ce cas-là, le volume est assez conséquent et ça nous permet donc de commencer de générer des phases de fonctionnement chauffage et ECS, qui n'était pas le cas précédemment puisque la chaudière ne va pas travailler en continu. Donc ces phases chauffage, elles vont contribuer à augmenter la performance de l'installation puisque la chaudière va pouvoir plus condenser sur des phases plus longues. Et donc là, une sonde est totalement nécessaire puisqu'elle va permettre justement de déclencher ces phases ECS et ces phases chauffage. Et sachant que lorsqu'on a suffisamment de volume, comme dans cet exemple, avoir 2 sondes est d'autant plus intéressant. De la même manière dont l'expliquait Hervé tout à l'heure, avec un ballon de stockage sanitaire en semi-accumulé, on va pouvoir gérer plus finement la stratification. Donc on va l'expliquer tout à l'heure aussi à travers de fonctions avancées de la régulation.
Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir optimiser encore plus les temps en mode chauffage pour augmenter la condensation. Merci beaucoup. On a vu que l'échangeur à plaques permet de mieux optimiser les couples puissance-volume, en d'autres termes, de faire de l'IGA-terme. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à utiliser un échangeur à plaques? Vous nous avez dit qu'il y avait des fonctions de régulation avancées. Qu'en est-il? Alors oui, tout à fait. Avec le Navistem qui équipe les échangeurs à plaques de notre gamme, on va avoir des fonctions avancées. Donc tout d'abord, une fonction de performance au travers de notre kit économie et performance. Donc c'est un kit qui est composé de 2 sondes. Les 2 sondes dont on vous parlait tout à l'heure pour le stockage en semi-accumulé ou juste avant pour le fonctionnement en IGA terme avec un volume suffisant. Donc le mode de fonctionnement va être en 3 phases. Dans une première phase, on va avoir le ballon qui va refroidir. Et lorsque la sonde intermédiaire va passer sous un seuil de température consigne, elle va du coup enclencher la priorité ECS. Donc on va avoir une montée en température de la chaudière. On va avoir les circulateurs qui vont se mettre en route, donc des 2 côtés. Et là, petit à petit, donc on va avoir le ballon qui va se remplir en énergie, qui va monter en température. Et dans ce cas-là, la sonde intermédiaire, elle n'intervient plus. C'est là qu'on voit l'intérêt d'une seconde sonde. Si nous avions seulement la sonde intermédiaire, on aurait le ballon qui se rechargerait un petit peu, mais le chargement serait arrêté beaucoup plus tôt, sans qu'on sache réellement si on a pu réchauffer entièrement le ballon jusqu'en bas. Alors qu'ici, le fait de rajouter une sonde en bas de ballon, c'est elle qui va devenir pilote pour le chargement. Donc tant qu'elle n'a pas atteint sa consigne, le ballon continue de charger. Et donc la troisième phase, une fois que la sonde basse a atteint sa consigne et qu'on sait que le ballon est entièrement chargé en température, chargé en énergie, on va pouvoir, dans un fonctionnement semi-accumulé, arrêter les 2 circulateurs, donc générer des économies d'électricité, et surtout baisser la température de la chaudière pour qu'elle passe en mode chauffage. Et donc là, elle va être vraiment à très basse température, va condenser, donc va augmenter ses performances, et sur une plage de temps assez élevée quand on aura un volume conséquent, puisque c'est le volume du ballon qui va générer, répondre aux besoins du bouclage en attendant que le ballon se décharge petit à petit. Donc dans un fonctionnement IGA terme, là, on va avoir seulement la pompe de charge qui va s'arrêter, puisque la pompe primaire de l'échangeur doit continuer de fonctionner justement pour alimenter le bouclage via le stockage primaire. Donc, je vais vous énumérer les avantages du kit économie et performance. Ça, c'est un rappel qu'on a fait lors du webinaire numéro 2. Donc, d'avoir 2 sondes, ça va vous permettre d'augmenter le volume d'eau chaude disponible dans ce stockage par rapport à une seule sonde, ou pour imager avec une seule sonde, eh bien, on arrête la charge lorsqu'on a chargé du haut jusqu'à arriver au peu près au milieu du ballon. Avec 2 sondes, on va pouvoir descendre jusqu'en partie basse, comme nous l'a expliqué Maxime. Donc, si on charge complètement le ballon, on fera face à plus de stockage d'énergie et on va moins relancer les priorités eau chaude sanitaire. On va donc rester beaucoup plus longtemps en phase chauffage. Ça va donc permettre, dans un premier temps, d'arrêter et de l'arrêt prolongé des circulateurs, comme on a parlé Maxime. Ça va diminuer d'autant le nombre de cycles chaudière, si elle va donc moins cycler. Ça va donc allonger la durée de vie des composants. Et ça va favoriser les phases de condensation-chauffage, puisqu'on est face à un stockage d'énergie plus important ECS, pour rester bien plus longtemps dans les phases chauffage-condensation. Et finalement, pour résumer, ça va générer tant des économies d'électricité, avec en l'occurrence l'arrêt des pompes, par rapport à un fonctionnement continu, et des économies de combustible, si la performance est plus importante du côté chaudière. Merci Hervé. Et donc, on parlait de fonctions avancées tout à l'heure. En plus de cette fonction de performance, on a également des fonctions d'exploitation qui vont permettre donc d'améliorer ce côté-là. Donc tout d'abord, une fonction plutôt liée à la légionnelle, avec un kit de contrôle anti-légionnel. Donc ce kit est composé d'une sonde en applique qui va être positionnée sur le retour de boucle. Pour rappel, il est obligatoire d'avoir au moins 50 degrés en tout point du réseau de distribution ECS. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les sujets de réglementation en consultant du coup le premier webinaire qui était dédié à ce sujet. Cette sonde applique dispose d'une longueur de 15 mètres
et elle peut être positionnée où vous le souhaitez, soit au plus près du retour de boucle, comme on peut le voir ici, soit juste avant le bypass, ici, sachant que dans ce second cas, juste avant le bypass, il y aura peut-être une mesure un petit peu plus précise, puisque le débit va être constant en ce point. Il est également possible d'avoir une extension de longueur si vous avez des contraintes de longueur et que vous avez besoin de plus de 15 mètres, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, comme si une sonde applique, il faudra régler un offset sur la sonde pour justement avoir cette mesure de température. Donc là, il y a 3 exemples de schémas où on retrouve les positions de sonde. Tout d'abord, en semi-instantané, on a ces 2 positions de sonde. Ensuite, en semi-accumulé, donc comme l'expliquait Hervé tout à l'heure, c'est un schéma différent. Mais dans le même cas, on aura soit la sonde au plus près du retour de boucle ou alors juste avant le bypass. Et dans un 3e cas, en fonctionnement IJ à terme, de la même manière, soit juste avant le bypass, soit au plus près du retour de boucle. Là, dans ce cas-là, la longueur de sonde, elle n'est pas importante. On est vraiment à proximité de l'échangeur à plaque. C'est ça. Voilà, donc les 15 mètres suffisent amplement. Il n'y a pas besoin d'imaginer rallonger et de régler à nouveau l'offset sur la régulation. Hein. C'est bien ça. C'est ça, il y a moins de variations à ce niveau-là. Okay. Par contre, c'est intéressant de pouvoir régler l'offset, hein, parce que il faut absolument le faire. D'une sonde à l'autre, on peut avoir des dérives. Exactement. Et il est important de régler pour avoir une précision de lecture. Au niveau de son fonctionnement, donc la sonde fonctionne avec un niveau d'alerte qui va être activé s'il y a un dépassement des seuils. Donc sachant que cette alerte, elle ne va pas être bloquante. Si vous dépassez le seuil haut que vous avez réglé ou le seuil bas, l'installation ne va pas s'arrêter. Vous aurez seulement du coup l'information qui apparaîtra sur l'IHM de la régulation et donc qui vous permettra de voir si des seuils ont été atteints. La fonction est assez simple à utiliser et à paramétrer, comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran de l'interface du Ruby. Vous avez du texte plein avec des étapes claires. Hein. Vous sélectionnez votre sonde en activant ou non la surveillance. Et si la surveillance est activée, vous définissez vos températures d'alarme haute et d'alarme basse et la temporisation sur laquelle vous souhaitez avoir cette alarme. Sachant que cette fonction va du coup enregistrer l'historique de température, vous pouvez consulter soit directement sur la régulation, soit exporter en format Excel. La température va être mesurée au minimum toutes les 2 minutes, ce qui va faire que vous aurez un historique de température sur 1 mois au minimum, jusqu'à une durée illimitée en rajoutant une carte SD à l'intérieur de la régulation. Une autre fonction d'exploitation, c'est une fonction qui va détecter une dégradation anormale du service avant une perception d'inconfort par les usagers. Donc cette fonction-là, on peut la proposer via notre kit de surveillance de service. Donc ça permet de la maintenance préventive, éviter d'intervenir en urgence sur l'installation, et donc réduit le risque d'arrêt de la production ECS. Donc pour ça, ce kit est composé d'une sonde immergée qui va être placée sur l'entrée primaire, et le mode de fonctionnement est le suivant. Donc on va avoir cette sonde qui va du coup permettre de mesurer le différentiel de température entre l'entrée primaire de l'échangeur et la sortie ECS de l'échangeur. Et donc, on va avoir une alerte si on a un rapport différentiel de température sur une certaine durée qui est trop important. On va avoir donc une alerte, pareil, qui va être non bloquante. Hein, l'installation ne va pas s'arrêter, mais vous aurez l'information sur la régulation qu'il commence à y avoir un petit problème sur l'installation qui peut être soit lié à un composant, hein, une 23 voies qui commence à être défectueuse ou un circulateur défectueux, ou alors un encrassement, un entartrage des plaques de votre échangeur. Ici, ça ne permet de pas avoir des déclenchements intempestifs de défaut. Hein. Non, non, c'est ça. Il faut que ça se produise sur un temps suffisamment long. Faut que ça se produise sur un temps suffisamment long et 2 fois sur 7 jours glissants pour qu'on se dise que là, il commence à y avoir un problème sur l'installation. On peut le voir au travers des courbes vertes sur la droite, hein, quand c'est des petits défauts, ils sont en vert, ils ne se déclenchent pas. Quand c'est un gros défaut comme la courbe en rouge, là, vous avez une alerte. Ouais, s'il y a un sous-tirage exceptionnel, effectivement, là, ça ne va pas se déclencher. Si le Ruby remonte assez vite en température, ça pose aucun souci. Si c'est 1 fois par semaine. Très bien. Alors, vous nous avez mis en avant plein d'avantages offerts par la régulation Navistem du Ruby, mais ça coûte combien tout ça? Oui. Donc, on va aborder ce sujet-là. Pour comparer un petit peu les 2 solutions qu'on vient de voir, entre le ballon échangeur. Alors, on a rajouté, évidemment, pour être équivalent à la fonction Ruby plus ballon de stockage secondaire ou primaire, un circulateur pour alimenter
le core flow ou le core first. Donc, avec les solutions qu'on a vues avec une sélection à 1500 litres, alors on le rappelle, hein, le core flow, le core first, ses avantages principaux, c'est la compacité et un prix moins élevé. Le Ruby, la solution semi-accumulée, où on l'a vu IG à terme, c'est d'avoir vraiment une flexibilité au niveau du rapport volume-puissance, et on pouvait accéder à beaucoup plus de performance et de fonctions, hein, que vient d'énumérer Maxime. Donc, si on veut comparer cette solution Ruby à un core flow, dans notre cas de figure de 1500 litres, là, dans cet exemple, on se retrouve avec à peu près 15% de différence de prix. Si on arrive à sélectionner un core first, on a vu que ce n'était pas tout le temps le cas, hein, il fallait monter en volume au bout d'un moment. Donc, pour le 1500 litres, là, on a pris le gros volume. Ça nous permet effectivement d'avoir un coût assez intéressant, avec 40% de moins par rapport au Ruby. Dans le cas des échangeurs externes avec stockage sanitaire en semi-accumulé par rapport à la solution IG à terme, ben ici on a à peu près à des coûts équivalents sur les exemples qu'on a donnés. Hein. Par contre, il y a une différence, c'est que la puissance de la chaudière en version IG à terme, elle sera plus puissante. Elle sera un peu plus puissante. Par contre, ce besoin de surpuissance sur la chaudière, ça ne va pas être nécessaire de l'ajouter au surcoût, ça va dépendre de la puissance du chauffage. Puisque la chaudière, la puissance de la chaudière, elle, s'il y a un gros besoin de chauffage, elle peut couvrir largement cette surpuissance qu'il y a entre l'IG à terme et la solution semi-accumulée. Autrement, point de vue produit, à ballon 1500 litres équivalent, on a un coût équivalent. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a un ballon sanitaire, de l'autre côté, on a un ballon primaire. C'est ça, le ballon primaire va être moins cher que le ballon sanitaire. Par contre, à contrario, on va avoir un échangeur à plaques plus puissant, voilà, comme on va être en instantané, et donc les coûts vont se compenser. Voilà, ils sont à peu près égaux. Exactement. Et ça, on l'a vu avec ce que tu nous as détaillé tout à l'heure. Le fait de passer d'un échangeur à plaques de 80 à 70, voire 65 primaires, eh ben, le surcoût peut être vraiment très faible. Hein. De l'ordre de moins de 3%, on a vu 1 et 2%, je crois. Hein. C'est ça, en rajoutant quelques plaques sur un bâti similaire. Voilà. Et si on augmente, on change de bâti, effectivement, là, le surcoût peut être un peu plus important. Donc, ce qui est très important, ça vaut le coup de faire des tests de sélection avec des primaires plus bas pour savoir si ça engendre un surcoût non raisonnable pour votre projet ou tout à fait raisonnable. Parce que là, on parle de surcoût simplement sur la production d'eau chaude, mais vis-à-vis du coût de la rénovation de chaufferie ou du coût de la chaufferie en neuf, c'est vraiment très négligeable tous ces prix. C'est ça, surtout que ça va permettre de faire des économies sur le combustible avec tous les avantages de baisser en température qu'Hervé vous avez présenté en début de webinaire. Exactement. Alors dites-moi, Maxime, Hervé, est-ce qu'on a d'autres solutions de production de CS gaz à notre gamme? Voilà. Eh ben, on ne pouvait pas oublier, bien sûr, la solution accumulateur au CS gaz voilà. à condensation, qu'on appelle chez nous le Sanigaz. Sanigaz condense. C'est le dernier exemple au niveau de la présentation. Au niveau de ce Sanigaz, donc les spécificités de ce produit sont les suivantes. Ça permet d'avoir un générateur totalement autonome, puisque là, il comprend le générateur. Hein. Il y a le brûleur à l'intérieur. Donc, on peut le retrouver dans le tertiaire, par exemple dans le cas de lycée, avec un gymnase à distance. Hein. Au lieu de tirer des longueurs de tuyauterie très importantes de la chaufferie principale, on peut délocaliser ce Sanigaz et le placer au plus près du soutirage, ce qui va éviter de faire des réseaux souterrains. L'autre avantage de ce producteur d'eau chaude sanitaire gaz, c'est qu'il est au contact direct de l'eau chaude sanitaire. Ce n'est pas comme une chaudière où il y a un fluide intermédiaire. Hein? Donc là, s'il est en contact direct de l'eau chaude sanitaire, bah, les performances vont être beaucoup plus élevées. Puisqu'on va être en face d'un soutirage d'eau froide, de l'eau directement à 10, et vis-à-vis de l'autre côté de la paroi, directement des produits de combustion. Donc là, ça va augmenter les performances de condensation. L'autre avantage qu'il a,
Eh bien, c'est des diamètres relativement faibles, ce qui veut dire qu'on aura un encomblement très réduit. On va pouvoir le placer assez aisément dans une chaufferie, même dans un petit local. Bien sûr, évidemment, il y a toujours les règles de la mini-chaufferie à respecter ou de la chaufferie vis-à-vis des entrées d'air, etc. Même si on est en ventouse, puisque là, il y a possibilité d'avoir de la ventouse. La particularité de ce produit, il tient peu de place, donc finalement, c'est un volume d'eau assez faible vis-à-vis de sa puissance. On peut avoir des 120 kW avec 480 litres à peu près. Voilà, donc c'est plutôt un rapport semi-instantané que semi-accumulé. Par contre, rien ne nous empêche de se diriger vers le semi-accumulé en rajoutant tout simplement un stockage supplémentaire qu'on raccorde avec une pompe entre le Sanigaz et le stockage supplémentaire. Ce qui va nous permettre de passer en semi-accumulé et de retrouver un rapport volume-puissance, gros volume, petite puissance, pour diminuer en l'occurrence le coût de la solution. On peut ajouter à ce produit aussi un kit de chauffage optionnel, et ça peut être assez intéressant dans le cas que j'évoquais précédemment, un gymnase. Donc, il y a un gros besoin d'eau chaude sanitaire, et parfois quelques radiateurs pour chauffer le vestiaire. Ou un camping, par exemple. Voilà, ou un camping, mais là, pas pour l'option chauffage. Aussi, dans des bungalows. Dans des bungalows, effectivement. Donc, à ce niveau-là, ça va nous permettre, ce kit option chauffage, d'alimenter les quelques radiateurs du vestiaire. L'autre avantage, et certains clients l'utilisent beaucoup, et parfois les bureaux d'études, ils préfèrent dissocier les besoins sur une chaufferie. Ils placent le Sanigaz qui est dédié à la production d'eau chaude sanitaire. Ils vont ensuite dédier la chaudière au réseau de chauffage. Comme ça, il n'y aura pas d'interaction, effectivement, et de remontée en température sur la chaudière. Elle va pleinement condenser toute l'année sur le réseau de chauffage. Et le producteur d'eau chaude sanitaire, lui, le Sanigaz, il va pleinement condenser sur les phases de soutirage d'eau froide sanitaire. Alors, ici, on a deux exemples. Quand on reprend notre sélection de 45 logements, le même bâtiment que précédemment, là, on est dans une solution plutôt semi-instantanée, et le maître d'ouvrage voulait absolument, dans ce cas-là, avoir une sécurité minimum en cas de panne. Il a possibilité de mettre en place, donc, deux générateurs Sanigaz en parallèle. Alors, on voit ici que ce sont des 370 litres à peu près et 60 kW pour satisfaire les besoins de ces 45 T3. Ça va donc satisfaire toute la partie eau chaude sanitaire et distribution. Vous avez une autre possibilité pour faire un parallèle à tout ce qu'on a vu précédemment, si on veut se diriger vers le semi-accumulé maintenant. Donc le semi-accumulé, ça va demander donc des puissances moins importantes, à condition de rajouter un volume de stockage supplémentaire ECS. Dans ce cas-là, il nous suffira de prendre simplement un 50 kW et d'ajouter à son volume de 368 litres un volume, comme on l'a vu précédemment, 2500 litres sur les différents exemples chaudières, pour diminuer suffisamment la puissance du Sanigaz et en conséquence l'investissement. Puisque là, il y a une différence de coût à peu près au niveau investissement de 35%. Voilà, donc il faut faire un choix entre le côté sécurité ou le côté investissement en passant en semi-accumulé. Voilà, nous en avons fini avec cette présentation. Je vais donc, Aurélie, te repasser la parole. Alors, un grand merci Hervé et Maxime pour toutes ces explications. Comme pour les deux premiers webinaires, si vous n'avez pas eu le temps ou l'occasion de poser vos questions, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran et que Cindy ou Lucie pourraient peut-être mettre dans la partie conversation de la réunion, ou Baptiste. On mettra les questions-réponses en ligne sur la page de notre site internet dédié au jeudi de l'ECS. D'ailleurs, sur cette page, vous pouvez également retrouver les replays
des 3 premiers, enfin, des 2 premiers et de celui-ci, ainsi que les supports de présentation. Et puis, pour finir, je vous invite à vous inscrire à notre 4e et dernier webinaire sur la production d'eau chaude sanitaire, qui sera sur la thématique production ECS et pompe à chaleur. Quelles sont les solutions durables? Donc, c'est dans 2 semaines, jeudi 3 décembre, de 10h à 11h. Et on vous attend nombreux. Et voilà, comme je vous le disais, vous pouvez revoir et télécharger nos 3 premiers webinaires sur notre page internet, sur la page des jeudis de l'ECS, sur le site d'Atlantique Solutions Chaufferie. Voilà, il nous reste à vous remercier d'avoir été nombreux à nous suivre encore pour ce 3e webinaire. On espère que ça vous aura apporté suffisamment d'informations. On essaye d'être toujours assez concret, en parlant de cas et d'exemples, comme on l'a vu ici, en tournant autour d'un bâtiment de logement et de sélection de produits. Maintenant, on va vous souhaiter une bonne fin de semaine et on vous dit à très bientôt pour notre dernier webinaire dans 15 jours sur les pompes à chaleur et l'eau chaude sanitaire. Plein de choses à vous dire. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.